Bienvenue aux derniers arrivants. Bienvenue au webinaire de Vano Gestion privée, sur la déclaration fiscale 2023. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va se scinder en deux côtés. Donc, d'un côté, les pièges à éviter sur la déclaration fiscale et d'un autre côté, justement, toutes les solutions d'optimisation. On va évoquer ces deux aspects-là. Donc, on est ravis, en fait, de pouvoir faire cette présentation. En fait, vous avez été vraiment très nombreux à vous inscrire. Et donc, nous, justement, ça nous incite davantage à faire ce type de présentation, ce type de contenu. Là, on va vous présenter, en fait, deux spécialistes, chacun sur leur domaine respectif. Et du coup, le contenu, à mon avis, va être très intéressant pour vous. À partir de maintenant, je vais vous partager ma présentation, parce que là, on a de plus en plus de personnes connectées. Et voici. Et bienvenue encore aux derniers arrivants. Je me présente rapidement. Moi, c'est Antoine Lerouzic. Je suis conseiller financier chez Vano Gestion Privée. Aujourd'hui, en fait, pour vous proposer ce webinaire, on est parti de deux postulats. Donc, le premier, c'est que de plus en plus de personnes, ne sont pas vraiment informées sur la déclaration fiscale et trouvent ça relativement opaque. Et le deuxième postulat, c'est que c'est un peu la même chose du côté des solutions d'optimisation où nous, en tant que conseiller financier, on s'aperçoit justement que y a pas tant de personnes que ça qui utilisent justement ces solutions. Euh, donc, pour que vous compreniez mieux justement la structure dans laquelle on travaille, je vous ai fait un graphique. Donc là, tout ça, c'est le groupe Pelège. Donc, auquel, bien évidemment, appartient Vano Gestion Privée. Donc, le groupe Pelège, dans ce groupe, en fait, on retrouve l'intégralité des métiers de l'immobilier. On commence par les transactions immobilières, on a également les gestions locatives, on a également une foncière immobilière, on a également une société de courtage et il y a également un fonds d'investissement immobilier. Donc, en fait, l'intérêt, c'est vraiment qu'il y ait des synergies à travers tous ces pôles. Donc aujourd'hui, pour le webinaire, on va avoir le plaisir d'avoir Frédéric Carré avec nous, qui est expert comptable et commissaire aux comptes, et Vincent Coumans, donc conseiller financier chez Vano Gestion Privée. Pas la peine de noter les coordonnées pour le moment. De toute façon, moi, je vous redonnerai toutes les coordonnées à la fin. Et je vous fais une petite précision. Donc, en fonction de la configuration de Zoom de votre côté, vous avez en fait un icône qui s'appelle QR. Et en fait, vous avez la possibilité durant tout le séminaire, enfin tout le webinaire, pardon, à noter toutes vos questions. Donc, à la fin du webinaire, justement, on répondra au maximum de questions. N'hésitez pas à donner le maximum de détails du fait que les autres spectateurs ne verront absolument pas ces questions. C'est uniquement destiné, ça nous est uniquement destiné. Donc, n'hésitez pas à donner le maximum de détails. Alors, comment ça va se passer? Donc, voici le sommaire. Donc, on va commencer, comme je vous le disais, par les pièges et les subtilités de la déclaration fiscale. Je vous ferai quand même une présentation succincte de Vano Gestion Privée juste avant. Ensuite, on va faire une présentation de la structure de la déclaration 2042 et 2044. Ensuite, on aura les pièges de la déclaration 2042. On aura également la déclaration des revenus fonciers, la différence entre la location nue et la location meublée, ensuite la déclaration 2047 et on finira par le principe de la territorialité de l'impôt. Sur la deuxième partie, donc avec Vincent, on aura les solutions d'optimisation de votre imposition avec le PER, un exemple chiffré par la suite. Ensuite, on aura le Girardin industriel et on aura ensuite la SCPI étrangère. Et puis ensuite, on abordera toutes vos questions. Alors,
comme je vous le disais, donc je vais vous présenter très rapidement donc Vano Gestion Privée. Donc c'est un cabinet donc, expérimenté en gestion de patrimoine et de fortune. On a plus de 30 ans d'existence. Aujourd'hui, nous, on a plus de 1000 clients au sein du cabinet pour un encours global d'environ 160 millions. Et donc, on a bien sûr une large gamme de produits disponibles. Quand on dit une large gamme, ça va vraiment être tous les contrats existants. Ça part du contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation, on a également les plans épargne retraite, on fait également du private equity et bien sûr les SCPI. Enfin, c'est vraiment très varié. On vous a mis sur votre côté droit donc les différents médias dans lesquels on a été republié, parce qu'on a vraiment l'habitude d'écrire des articles, que ce soit à destination donc du grand public, mais également à destination des professionnels dans la presse spécialisée. Donc, on a eu la chance justement de pouvoir être publié par des grands médias aujourd'hui. Et donc notre cabinet, c'est un cabinet donc qui est indépendant. Donc, on a des conseils, pour le coup, indépendants sur mesure. Ça, j'insiste bien sur ce point parce que du coup, on va effectuer un bilan patrimonial pour chacun de nos clients, ce qui va nous permettre de donner vraiment les conseils les plus adaptés possibles à sa situation. Donc, on va avoir un suivi personnalisé, des reportings réguliers et ça, faut le noter, c'est par rapport aux banques privées, on a quand même des frais qui sont plus compétitifs, mais c'est souvent le cas de l'ensemble des cabinets de gestion de patrimoine. Donc, concernant la typologie de nos clients, donc en fait, on a une clientèle qui est plutôt internationale, même si évidemment on a une clientèle qui est majoritairement basée en France. On a quand même plus marginalement donc des clients à l'étranger, et même pour eux, on va pouvoir avoir des solutions qui leur seront à 100% dédiées. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric. Donc Frédéric, si vous pouvez un petit peu vous présenter brièvement, et puis ensuite on abordera votre présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, merci d'assister à ce webinaire et je remercie également Vincent et Antoine de m'avoir invité à venir partager nos compétences pour vous présenter ce webinaire qui, j'espère, vous sera utile. Donc, je suis Frédéric Carré, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et également, j'anime régulièrement des diverses formations, notamment j'enseigne à l'université en master comptabilité contrôle audit et également dans la préparation des diplômes d'expertise comptable. Donc, je vais également partager mon écran pour que vous puissiez suivre la suite du webinaire. Voilà. Est-ce que c'est bon? Antoine, vous me confirmez si le partage d'écran est correct? Je peux vous dire tout de suite. Alors, on n'a pas encore... c'est pas encore en plein écran. Si vous pouvez aller juste à gauche à partir de la diapositive actuelle. Alors, vous ne l'avez pas là? Non, pas pour le moment. Après, bon, alors, je recommence. Et si à nouveau, sinon, ce ne sera pas la peine de le faire en plein écran, on pourra quand même suivre la présentation. Non, non. Hop, hop, hop. J'avais dû prendre le document. Alors, est-ce que vous l'avez maintenant? Là, c'est bon, on peut faire comme ça. C'est bon? Oui, parfait. Bien. Alors, l'objectif de ce webinaire, bien sûr, n'est pas de vous présenter de manière exhaustive l'ensemble des rubriques de la déclaration d'impôt sur le revenu, qui comporte énormément de pages, énormément d'éléments, et ce qui serait extrêmement compliqué et qui nous prendrait surtout beaucoup de temps. L'objectif est surtout de vous présenter un certain nombre de points de vigilance que nous avons identifiés par rapport à la plupart des demandes, aux demandes qui sont faites le plus souvent, et également attirer votre attention sur des dispositifs existants, notamment en matière de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt, qui seraient susceptibles de vous intéresser. Bien sûr, s'il y a d'autres problématiques que vous souhaitez aborder, nous pourrons les aborder peut-être en fin de séminaire ou bien nous rencontrer un peu plus tard pour cela.
Alors, vous avez ici une présentation des couvertures des déclarations 2042 et 2044. La déclaration 2042, celle qui est sur la gauche, c'est vraiment la déclaration dans laquelle on va vraiment répertorier l'ensemble des revenus à déclarer, sachant qu'elle se décline en plusieurs versions, la déclaration principale, ainsi que tout un tas d'annexes, de manière à pouvoir déterminer sur une des annexes les réductions et crédits d'impôt, sur une autre les revenus professionnels, sur une autre tout ce qui est un petit peu placement de plus-value de revenus de capitaux mobiliers, etc. Donc, nous allons voir certains points de cette déclaration 2042. Et également, nous allons faire un focus sur la déclaration 2044, qui est la déclaration propre aux revenus fonciers. À partir du moment où les revenus fonciers dépassent 15 000 € par an, il est obligatoire de compléter cette déclaration qui permet de déterminer les revenus fonciers imposables. Nous allons voir cela également dans le détail un petit peu plus tard. Alors, pour la première partie que nous avons appelée « Quels sont les pièges à éviter », nous allons voir vraiment des points de vigilance, des éléments sur lesquels il faut que vous soyez plus particulièrement attentifs, ainsi qu'un certain nombre de déductions de charges ou de réductions au crédit d'impôt qui seraient susceptibles de vous intéresser. Alors, le premier point de vigilance est de systématiquement vérifier les montants pré-remplis. Aujourd'hui, avec les moyens informatiques de l'administration et toutes les obligations déclaratives qui peuvent exister, que ce soit au niveau des établissements financiers, au niveau des employeurs, etc., que vous établissiez vos déclarations en ligne ou sur papier. Pour la plupart d'entre vous, ce ne sont pas concernés ceux qui vont déclarer pour la première fois leurs revenus cette année, mais pour la plupart d'entre vous, les informations sont déjà pré-remplies. Les informations que vous devez vérifier se situent à deux niveaux. D'une part, au niveau des revenus à déclarer, donc les revenus connus de l'administration, notamment pour les salariés, toute la partie traitement et salaire, pour les retraités, toute la partie pension, retraite, etc. Également, tous les placements qui proviennent des organismes financiers, tous ces éléments sont déjà pré-remplis dans la déclaration d'impôt. Néanmoins, ces informations provenant de croisements de systèmes informatiques, une erreur est toujours possible. Également, il peut y avoir des erreurs de la part des émetteurs de ces déclarations. Donc, il faut absolument vérifier. Ça n'est pas rare de constater qu'il y a parfois des doublons, qu'il y a parfois des informations erronées. Donc, vous pouvez corriger, c'est tout à fait prévu. Ce n'est pas parce qu'un montant est indiqué qu'il peut être préjudiciable de devoir le modifier. Surtout, n'hésitez pas à modifier. Et le second aspect qui est extrêmement important également, c'est de vérifier les données concernant les impôts qui vous ont déjà été prélevés. Depuis quelques années maintenant, la plupart des impôts sont prélevés à la source et les montants qui vous ont déjà été prélevés sont également indiqués dans la déclaration d'impôt. Donc, elles sont indiquées à deux niveaux. Vous avez tous les prélèvements qui sont effectués directement sur les bulletins de paie ou sur les pensions et retraites, mais vous avez également les prélèvements qui sont effectués directement sur vos comptes bancaires si vous déclarez, par exemple, des revenus fonciers ou bien des revenus professionnels. Sur la base des revenus déclarés l'année précédente, l'administration fiscale prélève un acompte sur votre impôt de l'année suivante. Donc, vérifiez bien les montants prélevés à partir des différents documents dont vous disposez, parce que là encore, il pourrait y avoir des erreurs et il serait dommage de payer deux fois les impôts si certains montants vous ont déjà été précomptés. Le deuxième point sur lequel nous souhaitions également attirer votre attention est l'option pour les frais réels. Lorsque vous avez une activité salariée ou assimilée, l'administration fiscale pratique un abattement forfaitaire de 10% pour tenir compte des frais éventuels que vous avez pu engager dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle. Mais pour certains d'entre vous, si vous êtes amené à vous déplacer fréquemment ou si vous devez utiliser votre véhicule personnel pour vous rendre sur votre lieu de travail, notamment dans le contexte économique actuel avec le coût galopant et croissant du carburant, il peut être plus intéressant d'opter pour les frais réels. Donc, dans ce cas, vous allez remplacer l'indemnité forfaitaire par les frais que vous avez réellement engagés, mais attention, il faut que vous soyez toujours en mesure de les justifier. Donc, il faut conserver les justificatifs, si vous avez des frais de déplacement, avec des frais d'hôtel, de restauration, d'hébergement, etc., des frais de congrès, ou si vous avez des indemnités kilométriques, puisque le barème des indemnités kilométriques a été revalorisé cette année justement pour tenir compte de l'évolution du coût du carburant, vous devez bien conserver la justification de ces frais et surtout la justification que ces frais sont bien engagés dans l'intérêt professionnel. Donc là, c'est vraiment le deuxième point. Regardez cela, puisque selon votre activité professionnelle, cela peut être plus intéressant d'opter pour les frais réels. Le troisième point concerne certains revenus de capitaux mobiliers ou plus-value de cession de titres, pour lesquels, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif avec des exemples chiffrés, puisque cela prendrait un petit peu trop de temps. Donc, si vous êtes concerné et que vous avez besoin de précision, je pourrais vous les donner plus tard. D'une manière générale,
ces revenus sont soumis à un prélèvement que l'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, que vous connaissez peut-être également sous le nom de flat tax, le terme anglo-saxon. Donc, ce prélèvement forfaitaire unique consiste en une imposition globale de 30% qui comprend 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de contribution sociale. Donc, selon votre situation fiscale, selon votre taux marginal d'imposition, il peut être plus intéressant parfois de ne pas acquitter l'impôt basé sur le taux de 12,8%, mais d'ajouter les revenus perçus dans le barème progressif, notamment puisqu'il existe des dispositifs d'abattement. Les dividendes, il y a un abattement de 40%. Les cessions de titres, il y a des abattements qui peuvent aller jusqu'à 80% pour durée de détention. Donc, lorsqu'on tient compte de tous ces éléments, il peut être parfois plus intéressant de choisir, d'opter pour le barème progressif. L'option se fait de manière extrêmement simple, puisqu'il suffit de cocher sur la déclaration d'impôt que l'on désire opter pour le barème progressif. Sinon, c'est le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique et vous n'aurez pas d'imposition supplémentaire puisque vous avez déjà acquitté l'impôt, vous n'avez perçu que les revenus nets d'impôt. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous remplissez votre déclaration en ligne, de cocher et décocher alternativement la case de l'option si vous avez cette catégorie de revenus, de manière, vous pouvez avoir ensuite un calcul de l'impôt, de manière à voir quelle est la solution la plus avantageuse pour vous. Les deux derniers points de vigilance portent sur des éléments qui peuvent minorer votre imposition. Alors, la première catégorie d'éléments, c'est ce que l'on appelle les déductions de charges. Alors, il en existe énormément. La déclaration dans laquelle il y a les déductions de charges fait plusieurs pages. La difficulté est effectivement de les connaître. Il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres et de les justifier. Donc, il faut être attentif. Alors déjà, il ne faut pas oublier les charges qui sont éventuellement déductibles. Et également, il faut être attentif au respect des conditions de déduction. Alors, bien sûr, pour être déductible, il faut que cette déduction ait été expressément prévue par la loi, qu'elle fasse partie des déductions prévues. Il faut que les montants concernés aient été payés l'année de l'imposition, donc en 2022 pour l'imposition des revenus 2022. Si vous oubliez de déclarer des charges, il vaut mieux faire une déclaration rectificative plutôt que de l'ajouter l'année suivante, puisqu'en cas de contrôle, cela vous serait refusé. Et également, la plupart de ces déductions de charges sont soumises à un plafond. C'est-à-dire que quelle que soit la dépense que vous avez engagée, parfois, la déduction à laquelle vous pouvez avoir droit va être plafonnée. Si vous avez un doute quant à l'utilisation du plafond, ça n'est pas du tout gênant puisqu'il faut indiquer dans la déclaration d'impôt le montant de la dépense effectivement engagée. Et l'administration fiscale appliquera automatiquement le bon plafond. Donc, ne vous limitez pas au plafond lorsque vous remplissez votre déclaration. Si jamais vous faites une erreur et que vous minorez le plafond, vous seriez désavantagé. Donc, n'hésitez pas à mettre le montant réel que vous avez acquitté. Et bien sûr, là encore, il faut bien conserver tous les justificatifs de ces charges. Lorsque vous envoyez votre déclaration, il n'y a aucun justificatif à joindre, mais ils peuvent vous être réclamés ultérieurement. Donc, il est très important de bien conserver la justification de toutes les charges que vous avez déduites. Et enfin, le dernier point concernant la minoration possible de votre imposition concerne tout ce que l'on va classifier en réduction au crédit d'impôt. Donc, selon la nature des éléments concernés, il peut s'agir soit d'une réduction, soit un crédit d'impôt. La plus connue est la réduction d'impôt pour don. Donc, soyez simplement vigilants lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt. Il existe plusieurs catégories de dons. Et le taux de réduction possible est différent selon la catégorie dont il s'agit. Vous avez certains dons pour lesquels vous aurez le droit à une réduction d'impôt de 75% des dépenses dans la limite de 1 000 €. C'est un plafond qui a été augmenté depuis 2020 jusqu'à 2023. Donc, vous avez le droit à une réduction de 75%, mais à condition que cela concerne des associations d'aide aux personnes en difficulté. Pour les autres associations, le financement des organismes sans but lucratif dans leur ensemble ou éventuellement des organismes de la vie politique, le taux n'est que de 66%. Et là encore, il y a un système aussi de limitation des dépenses dans la limite de 20% des revenus imposables. Donc, soyez attentifs à bien renseigner les dons dans la bonne catégorie et bien sûr, toujours à conserver vos justificatifs puisque ne peuvent être déduits que des dons qui sont versés à des organismes agréés. Donc, il faut que vous soyez en possession d'une attestation fiscale. Sinon, ces dons pourraient vous être également refusés.
Il y a également les crédits d'impôt liés à la garde des enfants de moins de 6 ans hors du domicile. Donc, j'en parle rapidement, hein, sans rentrer dans le détail, juste pour attirer votre attention que le plafond a été augmenté pour cette année. Hein. L'année dernière, le plafond de dépenses ouvrant droit à ce crédit d'impôt, qui est de 50%, était de 2 300 €. Il a été augmenté à 3 500 € par enfant, ce qui est quand même une augmentation significative. Donc, ça permet pour les personnes concernées de déduire jusqu'à 1 750 € sur les dépenses engagées dans ce cadre. Autre crédit d'impôt qui est aussi communément utilisé, le crédit d'impôt au titre de la rémunération des services à la personne. Chaque fois que vous faites appel à votre domicile d'une personne pour vous aider dans des travaux ménagers, de jardinage, d'informatique, etc., il en existe énormément. À partir du moment où vous avez rémunéré cette personne, soit par le biais d'un chèque emploi-service sur le site de l'URSSAF, ou bien par le biais d'une entreprise habilitée, là encore, à vous délivrer une attestation, vous êtes en droit de bénéficier d'un crédit d'impôt pour 50% des dépenses engagées. Les dépenses engagées concernent la rémunération de la personne et les éventuelles charges sociales auxquelles vous seriez tenu si vous passez par un chèque emploi-service auprès de l'URSSAF. Donc là encore, il y a un plafonnement qui est globalement de 12 000 € par foyer fiscal et par année. Certains types de dépenses ont des plafonds un petit peu moins importants, mais là encore, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous complétez en indiquant le montant des dépenses réellement engagées. Donc, si vous avez utilisé le chèque emploi-service, les dépenses normalement sont déjà pré-remplies. Mais vérifiez tout de même que l'information indiquée est correcte. Enfin, je vous parle rapidement du crédit d'impôt qui est tout à fait à l'ordre du jour. C'est le crédit d'impôt pour les contribuables qui décident d'installer une borne de recharge de véhicules électriques. Donc, pour un petit peu inciter à l'acquisition de ce type de véhicule, il y a un crédit d'impôt de 75% des dépenses. Bon, malheureusement, les dépenses sont limitées à 300 €. Je crois que le coût de l'installation d'une borne électrique est largement supérieur, mais bon, cela permet tout de même de pouvoir bénéficier d'une petite aide dans ce cadre-là. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais vous parler maintenant de la déclaration 2044, donc la déclaration concernant les revenus fonciers. Juste attirer votre attention sur quelques petites zones de vigilance, sachant que la notice de la 2044 est vraiment très bien faite. Donc, il est expliqué assez clairement les différents éléments à déclarer dans chacune des cases concernées. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur 2 points. Le régime du microfoncier et également les éléments qu'il faut indiquer lorsqu'on détermine le revenu imposable. Alors, il existe un régime que l'on appelle le microfoncier lorsque les loyers perçus dans l'année sont inférieurs à 15 000 €. Et dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire d'établir cette déclaration 2044, puisqu'il suffit de déclarer les loyers perçus et l'administration va appliquer directement pour déterminer votre revenu imposable un abattement de 30%. Donc, c'est extrêmement simple. Ça peut être une très bonne solution. Néanmoins, vérifiez tout de même que les dépenses que vous avez le droit de déduire ne sont pas supérieures à ces 30%. Auquel cas, vous vous privez tout de même d'éléments que vous pourriez déduire et vous pourriez minorer votre base d'imposition. Donc, si c'est le cas, vous avez la possibilité d'opter pour le régime réel, donc l'établissement de cette fameuse 2044, pour vous permettre de déduire les charges réelles et avoir un revenu imposable moins important. Donc, l'inconvénient, c'est que lorsque vous optez, vous êtes obligé de rester au régime réel pendant 3 ans. Vous devrez attendre 3 ans pour pouvoir revenir au microfoncier. Bon, ce n'est pas très embêtant, ça permet quand même de pouvoir déduire les charges réelles, ce qui est une bonne chose. Alors, lorsque vous êtes tenu d'établir la 2044 ou lorsque vous optez pour la 2044, la détermination du revenu brut imposable se fait à partir des loyers effectivement perçus. Vous ne devez déclarer que les loyers que vous avez effectivement perçus au cours de l'année. Si vous avez malheureusement des locataires qui ont un petit peu du mal à payer, vous n'êtes pas tenu de déclarer les loyers que vous auriez dû percevoir. Également, vous devez déclarer d'une manière générale tout ce qui pourrait avoir la nature d'un loyer, c'est-à-dire éventuellement si vous avez droit à des indemnités d'assurance pour des loyers impayés, ou bien si vous avez des indemnités diverses qui vous seraient versées ou des subventions qui sont considérées comme ayant un caractère de loyer, il faut également les déclarer. Par contre, les dépôts de garantie que vous devrez restituer à vos locataires ne sont pas imposables. Et en ce qui concerne les charges déductibles, il faut que vous reteniez également que toutes les dépenses engagées dans le cadre des revenus fonciers ne sont pas forcément déductibles.
Alors, sur des revenus fonciers perçus directement sur des biens détenus en direct, c'est moins sensible, mais c'est une problématique que l'on rencontre plus dans le cadre des revenus fonciers déclarés au travers de SCI. On serait tenté de vouloir déclarer plus de charges. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que pour pouvoir déduire des charges, il faut que le bien soit loué ou bien que les charges soient engagées afin de pouvoir louer le bien. Il est possible d'avoir parfois des lots vacants pendant quelques mois, voire parfois même pendant une année ou un peu plus d'une année. Si l'on est en mesure de justifier à l'administration que les travaux étaient nécessaires pour pouvoir louer le bien, on pourra déduire les charges. Par contre, s'il n'y a pas de loyer, théoriquement, on ne peut pas déduire les charges. Donc, ce que l'on peut déduire d'une manière générale, ce sont tous les frais de gestion qui sont liés vraiment à la perception des loyers. Là, ce sont des charges déductibles. Les primes d'assurance, en tant que propriétaire, il y a toujours une assurance obligatoire, c'est une charge tout à fait déductible. Toutes les dépenses d'amélioration et d'entretien, quel que soit leur montant, même s'il s'agit de travaux importants, toutes ces dépenses font partie des charges déductibles. Attention, l'année où elles sont payées. On a toujours cette notion, loyer encaissé, charges payées. Également, les taxes foncières et les taxes annexes, à partir du moment où elles ne sont pas refacturées aux locataires, elles sont déductibles. Et également, tout ce qui est provision pour charges de copropriété avec les régularisations adéquates lorsque les biens sont mis en copropriété. Et également les intérêts d'emprunt, qu'il s'agisse d'intérêts d'emprunt liés à l'acquisition du bien ou bien d'intérêts liés à des emprunts pour pouvoir réaliser des travaux nécessaires au maintien du bien en l'état. Alors, bien sûr, tout ce qui est remboursement du crédit, par contre, n'est absolument pas une charge déductible. Donc, voilà un petit peu pour les éléments à déclarer dans 2044. Et surtout, soyez également vigilants. Si vous relevez du régime des microfonciers, il n'est pas toujours plus intéressant. Donc, vérifiez que vos charges ne dépassent pas l'abattement forfaitaire de 30%. Le dernier point concernant la location des biens, sur lequel nous voulons attirer votre attention, est la différence entre la location nue, dont nous venons de parler, qui relève du régime des revenus fonciers, et un autre type de location qui s'est fortement développé au cours de ces dernières années, qui est la location meublée. Donc, la différence, comme je viens de l'exprimer, consiste sur l'activité elle-même. La location nue consiste juste à louer les murs et le locataire va venir installer son mobilier pour pouvoir occuper, alors que dans le cadre de la location meublée, le Code général des impôts prévoit très clairement le minimum d'ameublement dont il faut disposer dans l'appartement ou dans le bien loué. Et le locataire, finalement, n'a plus qu'à venir poser ses valises et à s'installer. Alors, la différence fondamentale entre ces deux régimes est qu'il ne s'agit pas du tout du même régime fiscal. La location nue relève des revenus fonciers, tel que l'on vient de le voir. La location meublée, elle, est fiscalement considérée comme une activité commerciale. Et une activité commerciale est donc soumise à une comptabilité commerciale. Et la comptabilité commerciale, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une comptabilité d'engagement, donc là, on ne va pas raisonner en recettes-dépenses, mais déjà, la première différence, c'est qu'au niveau des revenus imposables, les loyers qui sont quittancés pour l'année concernée, donc pour 2022, même s'ils n'ont pas été payés, vont devoir être déclarés. À l'inverse, si vous avez perçu en 2022 des loyers qui concernaient 2021, théoriquement, ils ont dû être imposés en 2021, donc vous ne serez pas imposable dessus en 2022. Alors, l'intérêt principal de ce régime est que le Code de commerce prévoit que lorsque on fait l'acquisition d'un bien, on fait l'acquisition d'un élément que l'on va utiliser sur plusieurs années, on est en droit de comptabiliser en comptabilité une charge qui correspond à l'usure du bien. C'est ce que l'on appelle des amortissements. Dans le cadre des revenus fonciers, cela n'existe pas. L'acquisition du bien n'est jamais une charge déductible. Et on a vu tout à l'heure que pour les travaux, ils sont intégralement déductibles, sauf s'il s'agit vraiment de gros travaux qui vont consister à agrandir le bien, mais les travaux d'entretien constituent des charges déductibles lorsqu'ils sont engagés. Dans le cadre de la location meublée, le gros intérêt est que le bien, l'acquisition du bien, va pouvoir être amorti. Donc certes, sur un nombre d'années conséquent, 25, 30 ans, bien sûr, mais cet amortissement va pouvoir permettre de tenir compte d'une charge chaque année qui va venir minorer le revenu imposable. Donc, voilà l'intérêt majeur de ce régime. Alors, également, en ce qui concerne les travaux, on a une différence fondamentale, puisqu'on a vu dans les revenus fonciers, les travaux étaient intégralement déductibles. Dans le cadre de la location meublée, les travaux vont suivre le même régime que l'acquisition du bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les travaux sont engagés pour pouvoir utiliser le bien ensuite sur de nombreuses années, ils devront également être amortis. Donc, ça n'est pas perdu. L'ensemble des dépenses engagées seront finalement déductibles, mais cela va s'étaler sur plusieurs années.
Donc, ce régime peut avoir vraiment un intérêt. Donc, lorsque vous décidez d'investir pour louer un bien, il peut être vraiment intéressant de se poser la question. Bon, ça nécessite bien sûr, chaque cas est différent, de faire des simulations et de procéder à voilà, différents calculs. Dernier point concernant la différence entre ces deux régimes, cela concerne le traitement des déficits. Si les charges engagées sont supérieures au loyer perçu, vous allez vous trouver dans une situation déficitaire. Donc, bien sûr, pas de revenus imposables, mais parfois, ces déficits peuvent venir minorer l'ensemble de votre imposition. Dans le cadre du revenu foncier, jusqu'à 10 700 € par an, vous pouvez effectivement imputer le déficit foncier sur l'ensemble de vos autres revenus. Si vous dépassez 10 700 €, ils seront reportables sur les années ultérieures. Ça n'est pas perdu, jusqu'à 10 ans. Dans le cadre de la location meublée, le plus souvent, il s'agit de location meublée non professionnelle, ça n'est pas votre activité principale. Les déficits alors, ne sont pas imputables sur vos autres revenus, mais ils seront uniquement reportables sur des revenus de même nature. Donc, lorsque votre activité deviendra bénéficiaire, vous ne serez pas non plus imposable parce que vous pourrez imputer les déficits que vous avez un petit peu mis de côté année après année lorsque c'était le cas. Donc, il y a un régime particulier pour la location meublée professionnelle que je ne vais pas développer ici. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez imputer sur les autres revenus, mais je pense que c'est un petit peu plus rare. Donc, je vous en parle tout de même, mais on y reviendra si vous avez des questions là-dessus. Alors, le dernier point que nous souhaitions évoquer avant que je laisse la parole à Vincent est la déclaration 2047. La déclaration 2047, c'est une déclaration spécifique pour déclarer en France les revenus perçus de sources étrangères. Donc, j'ai présenté ici un petit tableau pour rappeler les règles élémentaires de territorialité de l'impôt, qui vont se traduire un petit peu au sens de résidence fiscale. La question que l'on se pose souvent, on en entend parler beaucoup dans les médias, est-ce qu'on est résident fiscal en France ou est-ce qu'on est non-résident? Le statut de non-résident, a priori, permet de ne pas payer d'impôts en France. Enfin, on pense que ça permet de ne pas payer d'impôts en France, mais on va voir que parfois, ça n'est pas toujours le cas. Donc, il y a tout un tas d'éléments à prendre en considération que je ne vais pas développer ici. Il peut également exister, selon le pays concerné, des conventions fiscales internationales. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que soit le contribuable est considéré comme ayant sa résidence fiscale en France, donc dans ce cas-là, il est imposable en France sur l'intégralité de ses revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère. Et dans ce cas-là, selon la fiscalité applicable dans le pays, il pourrait y avoir une double imposition. Si vous avez des revenus de sources étrangères qui ont déjà été soumis selon le régime fiscal du pays à un impôt dans le pays et qu'ensuite vous êtes de nouveau imposé en France, il y a un dispositif qui est prévu dans la 2047 qui permet d'éviter la double imposition. Et ça peut être d'autant plus intéressant lorsque le taux d'imposition du pays concerné est plus faible que le taux d'imposition en France. Donc là, c'est un des éléments que Vincent va développer par la suite. À l'inverse, lorsque le contribuable est considéré comme un non-résident au sens fiscal, qui remplit toutes les conditions pour cela, ça n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas du tout d'imposition en France, puisque les revenus de source française resteront imposables en France. Donc, notamment les revenus loués à un patrimoine immobilier détenu en France, ou bien tous les revenus qui pourraient provenir peut-être de retraites, qui sont perçus d'établissements français, etc. Donc, voilà un petit peu pour l'ensemble des éléments. Donc, j'étais un petit peu rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous les verrons par la suite. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va vous présenter certains dispositifs que j'ai un petit peu effleurés afin de pouvoir vous démystifier un petit peu tout cela. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour ces explications qui étaient très claires. Comme l'a dit Frédéric, vous pouvez, tout en bas de votre écran, sur l'icône QR, poser vraiment toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. On y répondra donc tout à la fin, donc après la partie de Vincent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, du coup, je vais laisser Vincent sur la partie solutions d'optimisation. Je te laisse la main, Vincent. Merci Antoine, merci Frédéric pour cette présentation. Donc moi, je m'appelle Vincent Coumans, j'ai plus de 8 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie solutions, une partie sur des solutions qui vont vous permettre d'optimiser votre imposition. Alors, il existe un large panel de solutions différentes. Aujourd'hui, on va vraiment mettre en avant 3 solutions, des solutions qui nous paraissent être les plus transparentes et les plus sécurisantes sur le moyen et le long terme. Donc, la première solution, c'est le PER, qui sont les initiales de plan épargne retraite.
Donc, le plan épargne retraite, qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui permet de se constituer des revenus pour la retraite via un système de capitalisation. Donc, chaque versement qui est effectué permet de bénéficier d'un avantage fiscal. Quel est cet avantage fiscal? C'est une déduction. Donc, lorsque vous versez un montant sur le PER, vous bénéficiez d'une déduction fiscale, c'est-à-dire que le montant que vous versez va être déduit de votre revenu imposable et in fine, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt. Évidemment, il y a des plafonds qui sont à respecter. Donc, ça présente trois avantages principaux, ce PER. Donc, la déduction fiscale, ça vous prépare à la retraite parallèlement au système par répartition que vous connaissez. Et également, ça offre une flexibilité à la sortie. Contrairement aux anciens plans épargne retraite qui se débloquaient uniquement sous forme de rente, le plan épargne retraite, lui, vous permet de bénéficier d'une flexibilité, c'est-à-dire vous pouvez sortir soit sous forme de capital, soit sous forme de capital fractionné, soit même mixé, soit une sortie soit en capital, soit en rente. Je vous montre un exemple qui sera plus parlant. Voilà, donc premier exemple assez facile, c'est un cadre célibataire qui décide de verser 15 000 € sur son PER en 2023. Il a une tranche marginale d'imposition de 30%. Cette tranche marginale d'imposition est déterminée en fonction de son revenu net imposable. Donc, il bénéficiera grâce à ce versement d'une réduction d'impôt de 4 500 € en 2024. Comment ces 4 500 € sont calculés? C'est très simple, c'est 15 000 € fois les 30%. Deuxième exemple, un peu plus complexe, pour vous montrer que le PER est un outil patrimonial qui offre diverses possibilités. C'est un cadre marié qui a un enfant et qui verse 30 000 € en 2023. Il va au-delà de son plafond car il mutualise en utilisant le plafond de son épouse et en plus, il a ouvert un PER pour son fils sur lequel il a versé 4 000 €. Toutes les sommes sont déductibles de son revenu net imposable et donc il va pouvoir déduire ces 30 000 € à la somme, ces 34 000 € à la somme de 30%, donc ce qui va donner une réduction d'impôt en année N+1 de 10 200 €. Donc le PER, c'est vraiment le placement qui offre le plus de visibilité sur le long terme. Plus votre tranche marginale d'imposition va être importante, donc à partir de 30, 41, 45, plus le mécanisme sera efficace en matière d'optimisation fiscale. Deuxième exemple, c'est le Girardin industriel. Ce mécanisme ne permet pas une déduction fiscale, mais va vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt directement. Donc ici, il s'agit d'investissements défiscalisants à partir de SNC qui louent du matériel industriel auprès de sociétés basées outre-mer. Donc évidemment, il y a des garanties et des assurances qui sont mises en place parce que de temps en temps, des investissements outre-mer peuvent paraître pas très prudents. Donc il y a vraiment des garanties et des assurances qui sont mises en place. Et vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 110% du capital investi au bout d'un an. Ça signifie qu'aujourd'hui, je décide de verser 10 000 € sur un Girardin industriel. En fin août, début septembre 2024, je vais recevoir une réduction d'impôt de 11 000 €. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Girardin industriel est soumis à d'autres plafonds de niche fiscale que le plafond des 10 000 € mentionné par Frédéric. Et donc, on peut souscrire jusqu'à 36 818 € cette année-ci sur ce plan. Donc, nous, on travaille avec un seul partenaire parmi tous les partenaires qui sont présents en France, c'est Interinvest. Pourquoi? Parce qu'il a d'une part 31 années d'expérience. Il a investi plus de 4 milliards d'euros dans des opérations outre-mer et il n'y a eu aucun défaut. Donc, c'est vraiment important pour nous que les investissements soient sécurisés sur le long terme et c'est pour ça que vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 110% du montant investi. Troisième et dernière solution qu'on a décidé de mettre en avant aujourd'hui sont les CPI, mais dont le patrimoine immobilier est investi à l'étranger.
Les SCPI, pourquoi? Parce que c'est un placement immobilier collectif, donc diversifié, qui va principalement investir dans de l'immobilier professionnel, donc des bureaux, des commerces, logistique, etc. Donc, vous, en tant qu'investisseur, vous recevez des loyers et ces loyers vont subir une fiscalité particulière comme les loyers ont été perçus à l'étranger. Donc, évidemment, l'État français a mis en place des conventions fiscales entre la France et les autres pays européens. Donc, cette convention fiscale va vous permettre d'éliminer les doubles impositions entre la France et le pays où sont perçus les loyers. Donc, il n'y aura pas de double imposition. Et l'avantage principal, c'est que vous n'aurez pas de prélèvements sociaux. Donc, la SCPI va vous permettre d'avoir des rendements plus attractifs, une sécurité, puisque ce sont des investissements qui sont totalement diversifiés géographiquement, diversifiés d'un point de vue typologie d'actifs et diversifiés d'un point de vue diversifié également d'un point de vue du type de locataire. Donc, vous bénéficiez d'une exonération fiscale par rapport à un investissement immobilier classique. Et comme l'investissement se fait sous forme de parts, c'est très flexible et permet d'éviter des indivisions en cas de transmission du patrimoine. Dernier point, étant donné la hausse récente des taux d'intérêt, c'est plutôt un point macroéconomique, les SCPI étrangères offrent un avantage supplémentaire actuellement parce que les prix immobiliers à l'étranger ont beaucoup diminué et comme les SCPI ici collectent énormément de montants en cash, au comptant, elles ont la possibilité d'investir dans cet immobilier prioritairement par rapport à d'autres acteurs. Donc, elles bénéficient et les points d'entrée sont assez intéressants. Donc, elles bénéficient pour le moment de ces hausses des taux. Et donc, le moment est plutôt intéressant pour investir sur cette classe d'actifs. Je vous donne un exemple par rapport à une SCPI ou même à un bien immobilier en France, d'un même rendement brut. Vous voyez que pour une SCPI en France, vous avez un rendement brut de 5, on passe à 2,6. J'ai pris une tranche marginale d'imposition de 30%, alors qu'une SCPI allemande, on va être à 3,8% net. Donc, vous voyez, il y a déjà un gap au niveau rentabilité nette uniquement d'un point de vue des mécanismes fiscaux entre les deux types de SCPI. Donc, et après, il y a d'autres mécanismes sur le rendement. Ici, j'ai pris un même rendement brut. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Donc, je conclus. Frédéric vous a présenté les nombreux pièges qui sont évitables. Vous avez fait une très belle présentation de la 2042, 2044, 2047. Donc, vous voyez qu'au sein de Vano, un accompagnement est vraiment possible, que ce soit au niveau d'une aide à la déclaration fiscale, mais aussi une aide relative à vos futurs placements, si vous voulez, une certaine optimisation de votre imposition. Donc, il existe un large éventail de solutions. Aujourd'hui, compte tenu du temps de parole et du temps de ce webinaire, je vous ai présenté et mis en avant que 3 solutions qui nous paraissent les plus rentables et surtout qui offrent des mécanismes différents. Un, une déduction fiscale, une réduction d'impôt directement et la dernière, c'était une optimisation fiscale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter cette partie-là du webinaire et je laisse la parole à Antoine si vous avez des questions. Je vois qu'elles sont nombreuses. Donc voilà, je serais ravi d'y répondre et n'hésitez pas à prendre contact avec nous par la suite si on n'a pas répondu à vos questions. Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup Vincent pour ta présentation. Alors effectivement, là on a beaucoup de questions aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, enfin moi je vais essayer de sélectionner les questions les plus générales, celles qui seront un petit peu trop détaillées, qui seront vraiment propres à votre situation. On se permettra de revenir vers vous. Et si jamais vous n'avez pas donné vos coordonnées dans les questions et que vous voyez qu'on n'y répond pas, n'hésitez surtout pas à les donner ou à nous contacter. On pourra prendre rendez-vous très facilement, soit sur la partie vraiment fiscale, et du coup, vous serez avec Frédéric, soit sur la partie solution d'optimisation, et puis là, on orientera plus soit vers Vincent, soit vers moi-même.
Donc, je vais vous poser les premières questions. Alors, on a Monsieur Foucault qui demande, est-ce qu'il y a une bonne liquidité des SCPI fiscales sur le marché secondaire? Combien de mois en moyenne pour revendre sa SCPI fiscale? Donc, Vincent, plus pour toi. Merci pour cette question. Alors, sur ces CPI, sur les CPI fiscales, qu'elles soient Pinel ou Malraux, il y a très peu de liquidité. Je pourrais répondre par la suite. Il faut que je regarde sur le marché secondaire quelle est en moyenne la durée. Mais en tout cas, la liquidité est très limitée puisqu'il faut trouver un acheteur. Et comme il y a très peu de rendement par la suite sur ces CPI-là, la liquidité est vraiment limitée. Mais je pourrais me renseigner le cas échéant si vous nous précisez quel type de SCPI fiscal de quelle SCPI vous parlez, si c'est une SCPI plutôt Malraux, déficit foncier ou Pinel. Très bien, merci Vincent. Donc là, une question plus pour Frédéric. Alors, j'aimerais savoir comment se calcule l'IFI, soit sur le montant total des biens ou sur ce qui dépasse les 1,3 million. Alors, on va parler effectivement un petit peu de l'IFI parce que j'ai vu aussi passer, du coup, je vais en profiter, hein, j'ai vu passer aussi 2 autres questions concernant l'IFI, je crois, en regardant rapidement. Donc, l'IFI, effectivement, le barème, donc l'IFI se calcule à partir d'un barème par tranche. Et donc, la première tranche du barème commence à partir de 800 000 euros. Mais l'administration a prévu que l'on était redevable de l'IFI qu'à partir du moment où le patrimoine dépasse 1,3 million. Donc, il faut faire l'addition de tout votre patrimoine immobilier. Si vous avez un patrimoine immobilier inférieur à 1,3 million, vous n'avez pas d'IFI à payer. Par contre, si votre patrimoine immobilier dépasse 1,3 million, le calcul de l'IFI se fait à partir de 800 000. La première tranche de calcul va commencer à partir de 800 000. Donc, il y a cette petite tolérance de l'administration lorsque le patrimoine est inférieur. On n'est pas imposable voilà, pour la tranche entre 800 000 et 1,3 million. Mais sinon, à partir du moment où on dépasse 1,3 million, le calcul se fait à partir de 800 000. Et j'en profite pour rebondir sur une autre question qui m'a été posée en relation avec l'IFI. Donc, Madame Molina me demande, est-ce que le déficit de BIC, dans le cadre de l'allocation d'un bien en meublé, peut être compensé avec l'impôt IFI immobilier sur la fortune? Non, pas du tout, hein. Vraiment, l'IFI, c'est un impôt à part. Il n'y a rien qui soit compensable avec l'IFI. On ne peut pas imputer les déficits des autres catégories d'impôts sur l'IFI. Ça ne s'impute qu'éventuellement que sur l'impôt sur le revenu et même sur la base de calcul de l'impôt sur le revenu, hein, sur le revenu imposable. Un déficit s'impute sur le revenu imposable, pas sur l'impôt. L'IFI, c'est vraiment un impôt à part. Le seul dispositif qui existe, c'est un dispositif quand même qui vise à éviter que l'imposition globale dépasse plus d'un certain pourcentage des revenus, de l'ensemble des revenus. Donc, c'est ce qu'on appelle un calcul de plafonnement. Donc, il y a un calcul qui est fait lorsqu'on fait une déclaration d'IFI qui reprend l'ensemble de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui sont à acquitter, le montant de l'IFI, le montant théorique de l'IFI, et l'ensemble de tout cela ne doit pas dépasser un certain pourcentage des revenus globaux. C'est le seul système qui existe, sinon l'IFI ne peut être compensé avec aucun autre impôt. Ok, très bien, merci Frédéric. J'ai une autre question pour vous qui vient de Monsieur Becquet. Alors, dans le cas d'une location meublée, si on a seulement l'usufruit d'un bien, peut-on malgré tout amortir la valeur du bien? Alors, la problématique, oui, là, il faudra quand même peut-être que je vérifie parce que le démembrement, c'est quelque chose de très particulier. Mais bon, la logique fiscale est que l'usufruitier doit déclarer les impôts correspondant aux biens dont il a l'usufruit, qu'il s'agisse de revenus fonciers, qu'il s'agisse d'IFI, etc., etc. Donc, à partir du moment où l'usufruitier va tirer des fruits d'une activité en location meublée, il va devoir déclarer selon les règles du BIC. Et dans la mesure où les règles du BIC prévoient l'amortissement du bien, je ne vois pas comment on pourrait avoir un régime de calcul qui soit différent concernant l'usufruitier parce qu'il n'est pas réellement propriétaire du bien. Mais en ce qui concerne le calcul des revenus imposables, le calcul restera le même. Donc, on appliquera les mêmes méthodes. Très bien. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question de manière anonyme. Donc, j'avais compris qu'investir dans le Girardin industriel est un investissement à perte. On perd son capital, mais on bénéficie d'une réduction d'impôt. Est-ce exact? Je te laisse répondre, Vincent. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que les 110%,
c'est la totalité de ce qu'on va percevoir. Vous recevez votre capital en année N+1, plus la rentabilité du Girardin. Et après, le risque de ce type d'investissement, c'est qu'il y ait un défaut, c'est-à-dire que l'engagement ne soit pas respecté lors des 5 années qui se poursuivent, qui suivent l'investissement. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille avec Interinvest, où il n'y a eu aucun défaut pendant 30 ans. Donc, mais oui, c'est 110%, c'est la seule chose que vous recevez de cet investissement. Merci Vincent. Donc, pour répondre très rapidement à Monsieur Beckman, alors oui, les diapos seront disponibles. Il faudra simplement nous les demander par mail et comme ça, on pourra vous les envoyer si jamais vous avez besoin du contenu. Autre question pour toi, Vincent, concernant le défaut. Quelqu'un demande ce qu'on appelle donc un défaut sur le Girardin industriel, parce que sur une des diapositives, tu évoquais un défaut. Le fait qu'il n'y en avait pas justement Oui, exactement. pour Intervest. Exactement, ça signifie qu'une des sociétés à qui on a confié les fonds tombe en faillite ou ne respecte pas les engagements initiaux, tout simplement. Et dans ce cas-là, l'avantage fiscal est remis en cause. Très bien. Merci Vincent. Alors, autre question. Alors, les non-résidents sont-ils nécessairement tenus de payer des charges sociales sur les loyers perçus sur leurs biens immobiliers en France? Je vous laisse répondre, Frédéric. Alors oui, l'imposition qui est prévue sur tout ce qui est revenus fonciers, notamment, prévoit l'imposition d'une part pour la partie impôt sur le revenu et également sur la partie contribution sociale. Okay. Alors, j'ai une question, on n'a pas abordé ça. Donc, en fait, quelqu'un demande plus d'informations sur les plafonds évoqués sur le PER. Alors, je peux répondre. Les plafonds représentent 10% du revenu net imposable pour une personne salariée. Les personnes qui ont une activité libérale bénéficient d'un plafond supplémentaire de 15%, compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est autour de 40 000 euros et des poussières, mais je parle sous le contrôle de Frédéric. Et comment ça fonctionne? C'est lorsqu'on verse sur le PER, on utilise le plafond de l'année N, puis l'année N-3, puis N-2, N-1. Donc, les plafonds sont reportables chaque année. J'ai lu une autre question aussi sur est-ce qu'un retraité peut verser des fonds sur un PER? Oui. Alors là, pour un retraité, évidemment, le plafond sera bien inférieur puisqu'il s'agira de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc de 10% des 41 000 euros. Et ça peut être une stratégie intéressante dans une optique de protection du conjoint survivant. Donc ça, si vous voulez plus de détails, on peut y revenir par la suite. Oui, je vais juste apporter une précision. Donc, effectivement, c'est l'optimisation de l'utilisation des plafonds, c'est un vrai sujet, surtout lorsque l'on cumule aussi des investissements personnels à titre privé au sein de son foyer fiscal, entre conjoints ou parfois aussi sur des comptes ouverts au nom des enfants, et également une activité professionnelle pour laquelle on va également utiliser ces dispositifs. Et là, il y a vraiment des solutions d'optimisation qui peuvent être mises en place. Donc, ça, n'hésitez pas effectivement à venir consulter Vincent à ce sujet. Et juste un petit détail, il est possible de mutualiser les plafonds entre les conjoints, puisque chaque conjoint a son propre plafond, mais il est possible de les mutualiser pour des investissements qui ont été faits par l'un ou par l'autre, ou bien pour les enfants. Et il faut bien penser à cocher la case. Il y a une case dans la déclaration qu'il faut cocher pour pouvoir préciser à l'administration que l'on souhaite mutualiser les plafonds. Et c'est vraiment important d'y penser, sinon vous risquez de vous priver de certains plafonds et être un petit peu surpris d'avoir une réduction d'impôt minorée à celle à laquelle vous vous attendiez sur une éventuelle simulation. Merci Frédéric. Vincent, j'ai une question pour toi. Je pense que ça va être la dernière question parce que j'ai regardé les autres questions. Elles sont quand même vraiment détaillées. Ça parle plus de votre situation personnelle. Donc moi, je vous inviterai dans ce cas-là à poser directement votre question sur service-du-6 client@vanogp.fr. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on orientera vers la personne la plus à même de vous répondre.
Donc là, pour la dernière question, ça va être plus orienté sur Vincent. On a Monsieur Naillon qui nous demande sur Girardin. La déduction est immédiate, pardon. Donc, en quoi la faillite du sous-jacent a-t-elle un impact si de toutes les façons, on ne touche que les 110%? Oui, en fait, je crois déjà, en fait, c'est que l'impact, c'est que l'avantage fiscal des 110% peut être mis en cause et donc l'administration fiscale peut vous réclamer a posteriori l'avantage fiscal qui vous a été accordé en année N+1. Donc, on peut vous redemander une partie de ces 110% en cas de défaut. Donc, c'est ça le risque, c'est un risque de requalification fiscale par la suite. Super, super, Antoine, si je merci peux Vincent. juste, Oui. si je peux Je vous en juste prie, Frédéric, allez-y. parce que j'ai vu passer quand même des petites questions sur des sujets qui sont un petit peu revenus et dont la réponse va être assez rapide. Oui, Donc, allez-y, je allez-y. vais juste me permettre. Je voulais apporter une précision puisque j'ai des questions qui m'ont été posées sur la manière de déclarer les revenus perçus, les revenus fonciers perçus au travers d'une SCI. Et notamment tout ce qui concerne les charges déductibles, hein. J'ai vu plusieurs questions qui se rapprochent de ce thème-là. Donc, je vais vous faire une précision tout à fait simple. En fait, lorsque l'on détient un bien immobilier au travers d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu, bien sûr, hein, puisqu'on ne parle pas ici de la SCI soumise à l'IS, dans laquelle il y aurait plus de charges déductibles puisqu'on aurait une comptabilité commerciale. Lorsque la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu, il y a une transparence fiscale et les règles de déduction des charges sont exactement les mêmes que celles que l'on a vues tout à l'heure pour les revenus fonciers dans la 2044. Ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, parfois, justement, dans le cadre d'une SCI, on est amené à engager des frais de gestion plus importants, parfois aussi des frais de déplacement. Les gérants de SCI peuvent peut-être bénéficier voilà, de rémunération pour des frais de déplacement, etc., voire d'une éventuelle rémunération. Bon, c'est plus rare dans les SCI à l'IRR, mais ça ne fait pas partie des charges déductibles. Les charges déductibles restent les mêmes que pour la 2044. Le fait d'avoir le bien dans une SCI, si elle est soumise à l'IR, ça ne change rien fiscalement. La distinction peut être comptable, mais pas fiscale. Également, j'ai une petite question, et là, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, concernant le prélèvement forfaitaire unique. En fait, oui, j'ai pas été très claire, donc je vais quand même apporter cette précision. Il y a une personne, je ne retrouve plus la question là, mais qui me demandait en fait si l'imposition dans le barème progressif était en plus du prélèvement forfaitaire unique. Non, c'est l'un ou l'autre. Soit vous décidez de ne rien faire et lorsque vous avez perçu vos revenus, l'impôt a déjà été payé au travers du prélèvement forfaitaire unique, soit l'imposition dans le barème progressif est plus intéressante pour vous. Et dans ce cas-là, ce que vous avez déjà payé par le biais du prélèvement forfaitaire unique va vous être restitué par le biais d'un crédit d'impôt. Vous n'allez pas payer 2 fois l'impôt, bien sûr. Si vous décidez d'opter pour le barème progressif, vous allez intégrer le revenu dans ce barème et du coup, l'impôt que vous avez déjà payé vous sera restitué par le biais de ce crédit d'impôt. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous deux d'avoir pris le temps sur cette présentation et merci surtout à vous tous pour y avoir assisté. Vous avez été vraiment très nombreux également donc à réagir. Malheureusement, comme je vous le disais, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions. Donc, je vous invite à nous contacter ultérieurement. On répondra vraiment systématiquement à chaque personne, donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire. Au revoir. Merci et bonne soirée. Au Merci, revoir. bonne Au soirée, au revoir. revoir.